Parlons maintenant du Japon, où il y a eu plusieurs manifestations massives dans les rues. D'une part contre la guerre en Iran, mais surtout pour exiger la démission de leur premier ministre. Je parle là de Mme Sanae Takaichi. Oh, qu'est-ce qui se passe exactement? Déjà, c'est un événement un peu surprenant à voir là-bas, parce que dans la culture japonaise, manifester dans les rues, c'est très mal vu. En fait, toute forme d'expression d'opinion, on va dire, c'est pas bien vu. La culture japonaise est très conformiste de sa nature et priorise surtout la préservation de l'harmonie et de la sérénité avant l'expression de l'individu. Autant la sérénité familiale que la sérénité nationale. Par exemple, dans la maison familiale, si tu as un problème avec un membre de ta famille, tu vas être encouragé de ne pas l'adresser. Garde ça pour toi, n'exprime pas tes émotions, refoule tes frustrations et endure-les. Parce que c'est préférable de garder l'image de la famille unie et harmonieuse. D'ailleurs, je dis que c'est au Japon, mais dans les faits, c'est pas mal similaire dans les autres pays de l'Asie de l'Est. Je parle là, par exemple, de la Chine, la Corée du Sud. Et en public, les Japonais sont encouragés à être conformistes. En d'autres mots, c'est-à-dire, fais tout pour ne pas te faire remarquer. Habille-toi comme tout le monde, marche au même rythme, attire pas l'attention. C'est sûr, c'est un peu une culture difficile à comprendre pour ceux de l'extérieur. Surtout en Amérique du Nord, où est-ce que quand tu as une opinion forte, c'est Ah, manifeste dans les rues, gens du peuple! En fait, je dis que c'est l'Amérique du Nord, mais des fois c'est 1000 fois pire en France. Ça prend pas grand-chose pour partir une dispute là-bas. Mais pour revenir au Japon, comme je le disais, c'est justement surprenant de voir ce genre de mobilisation du peuple. Et ça, c'est un indicatif qu'il y a quelque chose de critique qui se passe. Pardon. Surtout que c'est adressé contre la première ministre Sanae Takaichi, qui, je veux juste le rappeler, non seulement a gagné les élections avec une forte majorité, mais en plus, tout récemment, elle avait eu un taux d'approbation au-dessus de 80%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça ait changé? Eh bien, c'est que son parti politique mentionnait être en train de revisiter l'article 9 de leur constitution et les trois principes non nucléaires. OK, c'est quoi tout ça? Ben, en d'autres mots, pour vous aider à comprendre, c'est que ils veulent changer le statut de leur armée pour passer d'une armée purement défensive à une armée qui peut être déployée dans d'autres pays, faire la guerre dans d'autres pays et potentiellement occuper des territoires ennemis. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de pouvoir développer et créer l'arme nucléaire. Pour comprendre un peu ce contexte-là, juste pour expliquer l'histoire, c'est que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon s'est rendu après avoir reçu les deux bombes atomiques, tristement connues comme Hiroshima et Nagasaki. Et parmi les conditions qu'ils ont reçues, qui leur ont été imposées pour se rendre, les deux points les plus importants, c'est numéro 1, ne pas posséder l'arme atomique à leur tour. Et numéro 2, c'est en quelque sorte une clause de non-guerre, où le Japon renonce définitivement à la guerre, à la menace ou à l'usage de force comme moyen de règlement des différends internationaux. Donc, en d'autres mots, leur armée ne sert juste qu'à défendre leur territoire. Ils ne peuvent pas s'impliquer dans des conflits internationaux. Ils ne peuvent même pas, à une table de négociation, dire « Si vous n'acceptez pas ce qu'on vous offre, on va envoyer notre armée contre vous. » Ce droit-là leur a été enlevé. En fait, ils n'ont même pas les effectifs physiques pour déployer leur armée en dehors de leur pays. Une anecdote que je peux vous raconter par rapport à ça, c'est quand je travaillais dans la garde côtière canadienne. La garde côtière canadienne, on travaillait beaucoup avec les gardes-côtes japonais aussi. Et le contraste de nos doctrines entre nos organisations, si je peux dire ainsi, était assez fort parce que nous, au Canada, on était un service purement civil. Ça veut dire qu'on n'était pas armé, puis on se concentrait uniquement à la gestion du trafic et sauver des vies en mer. Voilà. Mais eux sont paramilitaires. Puis j'ai vu leur entraînement. Eux sont entraînés comme des soldats. Et leurs navires, eux, sont armés jusqu'aux dents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment de marine militaire. En fait, oui, ils ont une marine, mais elle ne peut pas être déployée en dehors de leurs eaux territoriales et est assez limitée dans son utilisation. Donc la garde côtière japonaise, c'est un peu comme une extension de leur marine. C'est
une anecdote que je voulais partager juste pour vous aider un peu à voir la dynamique. Mais dans tous les cas, ces deux règlements-là sont restés en vigueur depuis la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, où le parti de Mme Takaichi a exprimé vouloir revisiter, en d'autres mots, ils veulent changer le règlement. Normalement, ça serait impossible parce que c'est dans leur constitution. Puis changer de quoi dans la constitution, c'est quasiment impossible à changer. À moins que le parti se retrouve majoritaire avec le 2 tiers des sièges, ce qui est présentement le cas. Donc, il pourrait le faire, mais c'est pas juste une question d'opportunité. Il faut toujours regarder le timing pour les choses majeures comme ça. Fait que qu'est-ce qui se passe présentement? La guerre en Iran, évidemment. Notamment avec la pénurie de pétrole qui frappe tout le monde, mais surtout les pays d'Asie de l'Est, qui reçoivent presque l'entièreté de leur pétrole des pays du Golfe. En fait, j'ai regardé le journal national du Japon ce matin et je peux le dire, probablement sont en état de panique complet. Notamment, ils sont déjà en train de rationner leur pétrole et limitent les transports et encouragent le monde à être en télétravail. Donc, c'est vraiment un état de crise. Et s'il y a une chose que l'histoire nous a enseigné, c'est que dans les situations de crise, c'est beaucoup plus facile de faire des changements drastiques. Comme ça, par exemple. Mais là vient la question de qu'est-ce qu'ils feraient avec leur armée. Est-ce qu'ils la déploieraient en Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz de force? Non. Non, ils ont l'intention de la déployer en Taïwan. Pourquoi en Taïwan? Ben, pour les défendre en cas d'une invasion de la Chine. Et oui, ça découle encore du conflit en Iran. Parce que depuis le début du conflit en Iran, la Chine a été le plus grand supporter du côté de l'Iran. Normalement, notamment, ça a été leur fournisseur premier en armes et ils leur ont permis aussi d'utiliser leurs satellites pour pouvoir cibler les bases américaines avec leurs missiles. Donc bref, ça a été un grand supporter militaire et je pense que ce qui s'attendait en retour, c'est assez évident, de l'accès au pétrole pas cher. Donc là, vous pouvez imaginer le scénario qui en ressortirait en Asie. Pendant que les autres pays sont en train de rationner leur pétrole, la Chine aurait accès en abondance à ce carburant-là, ce qui réaffirmerait davantage leur position puis leur superpuissance dans la région. Et rendu là, pourquoi pas envahir la Taïwan? Je veux dire, ça fait des années qu'ils revendiquent publiquement de vouloir reprendre ce territoire-là. Parce que, essentiellement, autrefois, la Taïwan faisait partie de la Chine. Et le gouvernement chinois a réaffirmé vouloir réunifier la Taïwan à la Chine. Et concrètement, ce que ça leur donnerait, c'est davantage d'eau territoriale, un plus grand contrôle sur les routes commerciales et une île stratégique, où est-ce qu'il leur servirait de base d'opération. Et ça les mettrait dangereusement proche du Japon aussi. Et donc, la raison pourquoi est-ce que la Chine ne l'a pas fait avant, c'est parce qu'autrefois, les États-Unis assumaient le rôle de gardien de l'ordre mondial, si je peux dire ainsi. En d'autres mots, ça veut dire qu'ils étaient capables d'intimider les autres pays à ne pas tenter rien de militaire, sans quoi ils allaient intervenir. Et les autres pays, comme la Taïwan, assumaient que si jamais ils étaient en train de se faire envahir, les États-Unis allaient venir les défendre. Mais avec les dernières années, je pense qu'on peut dire que les États-Unis ont été de piètres défenseurs de leur titre. En fait, défenseurs de quoi que ce soit, point. Donc, déjà que cette illusion, parce que oui, c'était une illusion, ça s'effritait à travers les années. Avec la guerre en Iran, ça s'est complètement fracassé. Et avec cette illusion qui est partie, je crois qu'on va voir beaucoup de mouvements à travers le globe. Parce que quand tu enlèves l'autorité suprême d'un secteur, ben c'est là que les autres acteurs commencent à faire des mouvements. Donc les pays expansionnistes n'ont plus à voir les États-Unis comme un élément dissuasif à leur projet d'expansion. Et les autres pays, les plus petits pays surtout, ne peuvent plus compter sur les États-Unis pour les défendre. D'ailleurs, pour revenir au Japon, l'article 9, qui a été mis dans leur constitution, disait notamment que en échange de renoncer à leur armée, les États-Unis se portaient garants de les défendre en cas de problème. Mais je pense qu'on peut dire qu'ils ont fait exactement le contraire. Déjà qu'en 1990, ils leur ont causé une récession économique, cette année, ils les ont mis dans une situation de crise totale en leur coupant le carburant. Il n'y a pas de meilleure façon de faire le dos du milieu à tes alliés. Donc, une preuve de plus qu'ils ne peuvent juste pas compter sur les États-Unis. Mais là, le Japon s'apprête à devenir un acteur géopolitique, pour le meilleur ou pour le pire.
Et c'est surtout afin de savoir qui sera en contrôle de la sphère d'influence en Asie. Et ça, je pense que c'est une projection de quoi va avoir l'air l'avenir. Parce que on risque d'avoir des cas similaires à travers le monde. Je l'avais prédit durant la guerre en Iran, ça va amener une nouvelle ère. Étant donné que le titre de dirigeant mondial vient de tomber, ben, la sphère d'influence qui était rattachée à ça, la sphère d'influence de dire que tu peux contrôler tout le monde, vient de tomber. Et donc, l'échelle s'est rabaissée. Maintenant, les sphères d'influence se sont surtout tracées autour des continents. Et tous les pays vont devoir maintenant compétitionner pour savoir qui va avoir le contrôle sur leur sphère. Un peu similaire avec l'histoire du Japon. Hey, je vous l'avais dit, on va clore la boucle. Donc, durant le 15e siècle, ils ont connu la période qu'on appelle la période de Sengoku, où essentiellement l'empereur, qui était la figure d'autorité suprême puis la figure de divinité, a été destitué. Il est comme devenu plus un symbole que d'autres choses. La nouvelle figure de pouvoir était le shogun, ou le régent si vous préférez. Mais ça, c'était un titre qui pouvait être pris par la force. Donc, soudainement, toutes les nobles se sont transformés en seigneurs de guerre. Des conflits ont éclaté à gauche, à droite, et ça a été la période de violence la plus marquante dans l'histoire du Japon. Est-ce que c'est une prédiction pour l'avenir? Pas nécessairement. L'histoire se répète pas, mais son rythme reste le même. On garde un œil là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit au prochain épisode. Un rappel de nous laisser un like, et si vous aimez ce genre de contenu-là, vous pouvez aussi vous abonner. Et n'oubliez pas, priorisez votre santé mentale avant l'actualité. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Bonjour.